Madame, Monsieur, voici les titres. Pays-Bas, les bars restent ouverts malgré le confinement, on parle des faux passes ATP-MP, le pic est derrière nous mais le pass vaccinal est quand même adopté. Pays-Bas, désobéissance civile, des bars qui ouvrent en protestation malgré le confinement. Ils sont, rappelons-le, officiellement fermés depuis le 19 décembre. Une immunité générale va s'ajouter à l'immunité vaccinale, selon Damien Mascret, médecin et journaliste. Et on vous retrouve, docteur Damien Mascret, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui avec, de bonnes nouvelles. On est content de vous retrouver pour des bonnes nouvelles, mais il faut quand même évidemment rester prudent. L'épidémie semble ralentir. D'ailleurs, ce matin, le professeur Fontanet, qui est un membre éminent du conseil scientifique, a dit « le scénario du pire s'éloigne ». On est sorti d'affaire ? En tout cas, on voit le bout du tunnel, parce qu'on voit qu'effectivement, les cas baissent quand même maintenant en Ile-de-France. Ça baisse assez rapidement. Les cas de Delta, imaginez-vous, on a commencé l'année à 40 000 cas par jour. On est maintenant à moins de 20 000 cas par jour. Et ça, c'est très bien parce que, évidemment, on le sait maintenant, Omicron, c'est la vague actuelle qui va entraîner dans 2 semaines des hospitalisations et des réanimations. On entraînera beaucoup moins parce que Omicron est quand même moins dangereux que Delta. Alors, Damien, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser circuler l'épidémie pour atteindre le fameux immunité collective, la fameuse immunité collective? Écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Il circule et il circule très bien. Par contre, c'est vrai qu'il va conférer à la population une certaine immunité globale, générale, qui va s'ajouter à l'immunité vaccinale. Et ça, ça veut dire que pour les prochains variants qui voudraient arriver, ça ne va pas être facile et que peut-être on va arriver maintenant à une vaccination type grippe pour protéger épisodiquement les plus fragiles. Bien, on verra ça. Merci pour ces éléments positifs. Alors oui, le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections en tout cas a été passé ces jours-ci. On est vraiment peut-être la semaine dernière dans la région Île-de-France, ce sera un petit peu plus tard pour les autres régions françaises. Les admissions à l'hôpital pourraient encore continuer d'augmenter pendant quelques jours. Il y a toujours un décalage entre les infections et les admissions à l'hôpital, mais là aussi on devrait atteindre le pic, disons, dans la semaine qui vient. En revanche, les patients vont rester à l'hôpital. On peut s'attendre à ce que les hôpitaux restent encore très sollicités tout le courant du mois de février. Mais pour l'instant, on a le sentiment effectivement que le pic est en train de passer devant nos yeux. Si ça baisse aujourd'hui, c'est parce que l'immunité qui a été acquise dans la population fait que ça baisse. Ce que Arnaud Fontanet a dit ce matin en disant ça baisse parce que les Français se sont bien comportés, ils se moquent de nous. C'est pas du tout vrai. Ce qui se passe, ça baisse parce qu'en fait, le virus a tellement circulé que l'immunité a été acquise et l'Omicron a fini son tour de population et maintenant redescend, comme se fait une épidémie grippale tous les ans. Les épidémies grippales redescendent chaque année, c'est pas parce que les gens ont arrêté de se voir les uns les autres. Donc encore une fois, il est en train d'amorcer son virage parce que je rappelle quand même que la semaine dernière, vous aviez fait un espèce de comparatif, la ligne Fontanet et la ligne Blachier. Il disait que d'ici la fin janvier, il y allait avoir une situation très compliquée dans les services de soins critiques et qu'on allait atteindre dans les services de soins critiques les pics qu'on avait atteints début 2020. Donc voilà, c'est pas si facile que ça de tourner la barre à 180 degrés, mais j'espère qu'ils vont le faire le plus rapidement possible. Et je fais... Au-delà du gouvernement, ce qui retient mon attention, c'est l'attitude de vos collègues. C'est-à-dire que non seulement la dramatisation a été de mise, alors peut-être que c'est le principe de précaution, mais vous vous êtes fait vertement critiquer. Quand je dis ça, je pèse mes mots. Je me suis fait vertement critiquer et puis je me suis fait boycotter aussi de certains médias, puisqu'il y a des experts qui ont demandé à certains médias que je ne sois plus invité, donc je n'ai plus été invité pendant au moins un mois et demi dans des médias où j'allais quasiment quotidiennement. Donc oui, ça a été dur. Il y a aussi des articles à charge qui ont été commandés dans certains médias qui étaient quand même sur une ligne assez enfermiste. Donc ça a été, il y a eu une pression assez forte. Bon, maintenant je suis très content. Pourquoi d'après vous ? Pourquoi sur le fond ? Est-ce que c'est le principe de précaution poussé à l'extrême ? C'est-à-dire il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis si tout va bien, à ce moment-là, on dira tant mieux. Mais il vaut mieux prendre toutes les précautions à l'extrême. Ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense qu'il y a mon personnage qui parfois peut agacer. Donc du coup, il y avait cette tentation de me contrer. Et puis après, je pense qu'il y a des gens qui étaient persuadés. C'est-à-dire que vous avez en France une espèce de caution de tout ce qui est public, où on considère que ce qu'ils disent est forcément vrai et totalement pur et vierge de tout intérêt, ce qui n'est pas du tout vrai. Les gens qui travaillent dans les institutions publiques ont leurs propres agendas également. Ils touchent de gros budgets, par exemple, pour faire des modèles. Ils ont plein de choses qui leur aient permis parce qu'ils travaillent sur le Covid. Et de l'autre côté, il y avait le privé qui avait forcément des arrière-pensées, qui voulait se mettre en avant, qui avait un agenda qui lui était propre. Alors que, très honnêtement, ça a été strictement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a fait tout ça en plus du travail qu'on fait tous les jours, sans aucun intérêt personnel. On ne travaille pas sur le Covid dans la vie de tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est cette notion qu'on a en France. Parce que vous avez une étiquette, on considère que ce que vous dites est vrai ou faux.
Et vous êtes un des seuls, d'ailleurs, et merci beaucoup pour l'avoir fait, à avoir regardé le fond de ce qui était dit, sans essayer de faire rentrer ça dans une idéologie, mettre les gens dans des cases. Ben oui, Alors, il y a des chiffres très encourageants ces tout derniers jours, y compris les chiffres de ce soir que je viens de recevoir, qui montrent que le taux de reproduction est passé en dessous de 1, que le nombre de nouveaux cas diminue. Par contre, dans les hôpitaux, il est encore tôt pour crier victoire, même dans les hôpitaux d'Île-de-France où la situation est probablement un peu meilleure que dans le sud de la France, parce que le nombre de cas diminue, mais le nombre de patients hospitalisés ne diminue pas encore. On sait qu'il y a toujours un délai de 1 à 2 semaines. Et donc, probablement, on peut espérer que dans 2-3 semaines, le nombre de patients hospitalisés diminue. Mais il y a quand même encore ce soir 25 000 patients hospitalisés pour Covid et 5 000 patients en réanimation. Je m'arrête sur ce que vous disiez. C'est pas simple dans les hôpitaux. Évidemment, et on va en parler ce soir. Je m'arrête sur ce que vous disiez parce que je n'avais pas cette information. Le taux de reproduction est passé sous la barre de 1. En Île-de-France. En Île-de-France, ça veut dire qu'en Île-de-France, l'épidémie recule. Oui. C'est comme ça qu'on peut dire les choses, clairement ce qu'il faut le dire. Oui, je pense que c'est un signe extrêmement encourageant. Donc on voit une lumière au bout du tunnel, mais il faut encore être patient et surtout il faut ne pas se dire que demain c'est fini et qu'on arrête les mesures barrières, on arrête la vaccination. Au contraire, il faut encore tenir parce qu'on va avoir plusieurs semaines difficiles. Et je rappelle que dans les hôpitaux, les soignants sont encore en grande difficulté. Il y a de nombreux lits fermés par manque de soignants. Il y a des soignants qui sont eux-mêmes malades. Il y a une déprogrammation massive dans l'activité où je m'occupe, dans le service dont je m'occupe en cardiologie. On a déprogrammé depuis des semaines et on continue à déprogrammer massivement tous les patients qu'on aurait besoin de soigner normalement et qui sont malades et qui attendent. Et les hôpitaux sont pleins de patients Covid en réanimation et en hospitalisation. D'ailleurs, un peu plus en hospitalisation qu'en réanimation parce que le variant Omicron entraîne plus d'hospitalisation conventionnelle qu'il n'entraîne de réanimation. Et même s'il est moins sévère en nombre de cas proportionnellement au nombre de patients affectés que le variant Delta, comme le nombre de cas est beaucoup plus grand en valeur absolue, eh bien le nombre de cas sévères liés au variant Omicron dans les hôpitaux est quand même élevé. 50 millions de personnes qui sont allées se faire vacciner. Oui, mais il y en a aussi qui se sont fait vacciner et qui en ont marre. Je vais dire un petit truc sur ça. Les chiffres, et je le dis, et c'est dramatique, les mecs, ne croyez pas qu'il y a 50 millions de personnes qui sont fait vraiment vacciner. Oui, il y a énormément de faux passes. Il y a au moins, c'est quoi le chiffre moi je vous dis, il y a entre, on va dire, 40% de faux passes. De faux passes et de faux vaccins. Je peux vous en parler parce que j'ai une de mes amies, donc Natacha, qui travaille avec moi et qui a vraiment enquêté et elle est tombée sur des chiffres gouvernementaux officiels disant qu'aujourd'hui il y avait 36% de personnes qui n'étaient pas vaccinées. Ça représente plus de 20 15 millions de personnes. Non, justement, non. Entre les effets placebo, ceux qui ont les effets placebo, ceux qui on les pique à côté, ce qui est bien connu par le système, les faux passes qui se démultiplient, mais qui n'a pas autour de nous des pléthores de gens qui ont des faux passes. Il n'y a que des faux passes aujourd'hui. On peut même rentrer partout avec des faux passes. Je veux dire, c'est complètement aberrant comme système. On remonte à 50% de réduction des contaminations. Oui, mais on nous nous avait dit que ça empêchait totalement. Vous vous rendez compte, madame? Jamais. Si, monsieur Castex l'a dit aux 20h, je suis désolée. Il a dit que lorsqu'on était vacciné, on ne pouvait pas attraper le Covid. Par exemple, dès aujourd'hui, les personnes vaccinées ne seront plus qu'à contact. C'est nouveau. Oui. Mais c'est nouveau. D'abord, nous nous appuyons sur les avis des autorités scientifiques. Effectivement, c'est le même message, y compris à l'égard et surtout des hésitants. La vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact dans cette hypothèse. Ouais, moi, je pense que ça c'est en train de craquer de partout. L'OMS fait machine arrière. Il y a des pays qui font machine arrière. La Roumanie, maintenant, a supprimé l'obligation vaccinale. Il y a d'autres pays européens qui sont sur la même voie. Aux États-Unis, ça commence à craquer. On a vu que la Cour suprême a barré la loi de Joe Biden pour imposer l'obligation vaccinale dans les entreprises. Moi, aujourd'hui, mon meilleur exemple, c'est le Japon. C'est quand j'ai pris l'exemple de l'Inde ou d'autres pays, on m'a dit oui, mais c'est pas des pays où les statistiques sont fiables. Il faut regarder le Japon. Au Japon, 0 obligation, 0 décès. Le Japon a fait un succès phénoménal sur la contrôle. Au Japon, le ministre de la Santé a mis en garde la population contre les effets secondaires graves des vaccins.
chez les jeunes, les atteintes cardiaques très graves. Et au Japon, quelqu'un qui veut, c'est la personne qui demande à être vaccinée, c'est pas l'État qui l'oblige. La personne qui demande à être vaccinée doit signer un consentement éclairé. Ça doit servir de modèle et j'espère que de plus en plus de pays vont avoir ce même type de politique. Mais en tout cas, moi j'ai honte pour mon pays, honte pour pour ce passe de la honte. Et je pense que la liste des députés, des sénateurs qui ont voté restera gravée dans la mémoire des Français, ça j'en suis convaincu. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Sandro Guizi, c'est un progrès ou c'est une régression ? C'est une régression. C'est une régression, je pense, à 3 titres. La première chose, c'est qu'on a réussi à vivre pendant la phase montante de l'épidémie sans le pass vaccinal, et dans la phase descendante, on devrait vivre avec. Il y a quelque chose qui est incompréhensible de ce point de vue-là. Deuxièmement, je pense que c'est une mesure qui est inefficace, parce qu'en fait, aujourd'hui, la question de la non-vaccination, c'est une question de classe. Les anti-vax militants, c'est une partie de la population, mais qui est finalement assez réduite aujourd'hui parmi ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est des gens qui sont loin du système de soins, loin des institutions, et qui sont aussi par définition loin des restaurants, loin des cinémas, et qui donc n'ont aucune incitation particulière avec ce pass vaccinal. Et troisième point, à mon avis, qui est le plus fondamental, c'est quel rapport à la loi on veut avoir, dans quelle société on veut vivre. La loi, c'est quand même quelque chose de clair. Soit c'est autorisé, c'est le cas général, soit c'est obligatoire, soit c'est interdit. Et là, on arrive à un système de raffinement disciplinaire où vous êtes dans une situation où ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais votre vie va complètement se compliquer, emmerder les Français. C'est pas mon expression, c'est celle du président de la République. Et honnêtement, pour le coup, ça fonctionne. Bah, écoutez, c'est pas le pass vaccinal qui fonctionne, il n'est pas encore en activité. Mais moi, je trouve que c'est très dangereux. Soit c'est obligatoire, c'est le bien public, c'est ce que je crois à titre personnel. Et dans ce cas-là, on met la vaccination obligatoire, mais on ne rentre pas dans ce système qui fait penser à d'autres systèmes politiques. Je suis désolé. Le contrôle social, le crédit social, c'est des choses qu'on voit en Chine. C'est pas des choses qu'on a à observer dans notre pays. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que le pass vaccinal est une immense erreur. Est-ce que vous faites confiance à ce médicament ? Oui, je crois que c'est une avancée thérapeutique intéressante. Alors, à nouveau, elle ne remplacera pas le vaccin. C'est ça, d'accord. C'est quelque chose de complémentaire pour permettre à ceux vaccinés, immunodéprimés ou fragiles, d'éviter d'évoluer vers une forme grave de la maladie, ou à ceux qui ont décidé, malgré toutes les recommandations de ne pas se faire vacciner, d'avoir une thérapeutique efficace pour éviter, évidemment, de se retrouver en réanimation. C'est quand même c'est une nouvelle incroyable. Très bel espoir. Tout à fait, surtout que c'est un traitement qui sera par voie orale, donc en comprimé, donc que l'on va pouvoir acheter en pharmacie, sur ordonnance évidemment, et qui a finalement très probablement peu d'effets secondaires, donc bien toléré. C'est incroyable. Qu'est-ce que le Pavloxide en fait ? C'est quoi ? Alors c'est un antiviral. En fait, c'est une combinaison de 2 antiviraux. Donc le premier est un médicament dit antiprotéase, c'est-à-dire en fait qui va inhiber le ciseau avec lequel arrive le virus, qui lui permet de découper les différents composants qui vont lui permettre de se répliquer. D'accord. Et puis le deuxième est un autre antiviral qui va empêcher la dégradation par le corps humain du premier antiviral. Alors, son efficacité, elle est contre le Covid et contre tous les variants ? Alors, contre tous les variants du Covid connus actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse à une protéase qui, en fait, pour le moment, n'est pas mutée. Parce que, comme vous le savez, les variants ont essentiellement des mutations qui concernent ce qu'on appelle la protéine spike, c'est-à-dire une protéine qui est exprimée à la surface, qui permet au virus d'entrer dans les cellules. Là, c'est une protéase, c'est une protéine qui est à l'intérieur du virus, pour le moment qui ne fait pas encore l'objet de mutations dans les variants connus. Mais évidemment, l'utilisation large de ce médicament, comme d'ailleurs, puisque c'est un des antiviraux est utilisé pour traiter le sida, eh bien, pourrait, dans un deuxième temps, faire apparaître des résistances, évidemment. Alors ça, il faut le prendre tout de suite, en fait, dès qu'on a un test positif, on peut prendre tout de suite du Paxlovid. Alors, on doit le prendre dans les 3 jours, idéalement après le début des symptômes, et donc après avoir fait un test pour être sûr qu'il s'agit bien de la Covid, au maximum dans les 5 jours. À nouveau, il ne s'adresse qu'aux personnes qui ont un risque de faire une forme grave de la maladie, c'est-à-dire un risque d'être hospitalisé ou d'aller en réanimation ou de décéder.
Sinon, il ne faut pas le prendre. Sinon, a priori, la Covid est plutôt bénigne pour la majorité des personnes. Donc sinon, si on a un petit Covid et qu'on s'inquiète que ça... Parce qu'imaginons, voilà, on a un petit Covid, on se dit, bon, je préfère prendre du Pavloxide pour être tranquille. C'est pas bon? Il ne faut pas le prendre? Non, en fait, c'est-à-dire que pour une personne qui n'a pas de facteur de risque, a priori, ça ne sera pas indiqué. Donc, parce que quand même, c'est un médicament, il peut avoir des effets secondaires, et puis il a un certain coût. Donc il faut le réserver aux personnes à risque. Justement, il va coûter combien? Alors, pour le moment, je ne connais pas le coût exactement. En fait, c'est le laboratoire avec des accords avec différents pays. Et en fonction du PIB de chaque pays, il va déterminer un prix. C'est ça, parce que Pfizer a quand même annoncé une tarification, je vous le dis, échelonnée, basée sur le niveau de revenu de chaque pays, afin de garantir un accès équitable à tous et à un prix abordable. C'est-à-dire qu'il sera moins cher dans certains pays plutôt que dans d'autres. C'est vrai, donc le prix, il sera élevé dans le prix, a priori. Il sera probablement relativement élevé, puisqu'évidemment, il faut récompenser la recherche qui a permis la mise au point et l'essai thérapeutique de ce médicament. Est-ce qu'il sera contre-indiqué pour des personnes qui ont des comorbidités, des personnes qui ont du diabète Non, au contraire, c'est pour ces personnes-là qu'il faudra le donner. Il n'y a pas d'effet secondaire, Alors par contre, aujourd'hui, il sera encore contre-indiqué, en tout cas non indiqué, en cas de grossesse ou d'allaitement. D'accord. Parce que quand même, c'est un médicament dont on ne connaît pas les effets sur le bébé. Mais à l'inverse, pour les autres personnes, il sera plutôt indiqué, notamment lorsqu'on est âgé, lorsqu'on est fragile, lorsqu'on est immunodéprimé, il sera plutôt indiqué. Alors, il a des effets secondaires, notamment il peut avoir des interactions avec d'autres médicaments. D'accord. Donc il faut être prudent. C'est ça, il faut faire attention, c'est pas un médicament comme ça anodin qu'on peut prendre. Non, voilà, donc il ne faut surtout pas imaginer que c'est une sorte de paracétamol qu'on va prendre lorsqu'on se sent un peu fébrile en se disant c'est peut-être la Covid, comme des je vais prendre ça. antibiotiques. C'est-à-dire on se dit pendant une période donnée, c'est-à-dire que ou bien alors c'est un traitement de 5 jours. D'accord. On va prendre 3 comprimés le matin, 3 comprimés le soir pendant 5 jours. Donc c'est une boîte de 30 comprimés. Donc il y a 2 comprimés qui correspondent au premier antiviral et un comprimé qui est au second antiviral. C'est quand même une nouvelle incroyable.